J'ai lu certains ouvrages qui m'ont amené à une certaine réflexion en fait par rapport à la pratique. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il serait intéressant que je les relise maintenant. Personnellement, j'avais lu les traités des 5 roues de Miyamoto Musashi, qui a quand même été écrit dans les années 1645, me semble-t-il. Oui, quelque chose comme ça. Et on retrouve les principes encore aujourd'hui dans la pratique actuelle du kendo moderne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Martial Azur Podcast et on va parler de Kendo en compagnie de deux pratiquants de Nice. Nous avons Lisa et Cédric du Nice Kendo Club. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent. Bonjour, donc Lisa Brunel de Bonneville. Dans la vie, je suis assistante sociale. En parallèle, je pratique le Kendo depuis 30 ans. Je suis 7e dan et en termes de CV, on va dire, par rapport au Kendo, je pratique le Kendo depuis 30 ans. J'ai été membre de l'équipe de France, capitaine et coach de l'équipe de France. Et concernant le palmarès, j'ai été championne de France, médaillée au championnat de France, championne d'Europe par équipe. Et j'ai eu 2 Fighting Spirit au championnat du monde. Et nous avons avec nous Cédric. Bonjour, donc Cédric Jordaningo, je suis également pratiquant au sein du Nice Kendo Club. Je suis généalogiste successoral et je pratique depuis un peu plus de 26-27 ans. Je suis 6e dan, j'ai assumé les fonctions du présidence de Nice Kendo Club dans les années 2000 à 2012 à peu près. Quelques fonctions au niveau régional également. Je suis responsable de la commission des grades au niveau de la région PACA. Nous avons eu l'occasion avec le Nice Kendo Club par équipe de faire plusieurs championnats de France et plusieurs podiums au championnat de France. Voilà, grosso modo, notre parcours. La plupart des auditeurs sur la chaîne de Budo Édition sont des gens qui pratiquent plutôt les arts martiaux à main nue. Mais il y a quelques pratiquants avec armes et peut-être des gens qui voudraient découvrir le Kendo. Donc ma première question, plutôt pour vous Lisa, c'est quoi le Kendo ? Le Kendo, littéralement, c'est la voie du sabre. C'est une discipline qui est issue des techniques de combat au sabre des samouraïs. Son ancêtre lointain, c'est le Kenjutsu. Kenjutsu qui était pratiqué sur les champs de bataille à l'époque, avant 1700, et qui a ensuite évolué avec le temps et l'histoire du Japon vers une discipline plus moderne, codifiée, pratiquée avec un sabre en bambou et non plus un vrai sabre. Ce qui est mieux, oui. C'est ça. Et une armure. Voilà. Il est devenu en gros le Kendo à partir des années 1900-1920. On a arrêté de parler de Kenjutsu, mais on est plutôt arrivé sur le Kendo. Le Kendo, oui, c'est de l'escrime japonaise, donc c'est une codification moderne, puisque finalement en 1920 c'est assez moderne, qui continue à évoluer et qui évoluera dans le futur, qui évolue ne serait-ce que par le matériel qui évolue technologiquement et par les règles de compétition ou sportives qui évoluent elles aussi. On ne pratique plus, comme on vient de le dire, avec un sabre en fer forgé, mais avec un sabre en bambou qui permet à la fois d'avoir une résistance et de porter réellement les coups sur une armure, mais en même temps, le bambou a cette flexibilité qui permet quand même, une fois que le coup a été porté, de pouvoir se relever. Sinon, ça pourrait être compliqué de progresser sur plusieurs années, l'armure permettant d'avoir une belle protection et de pouvoir réellement s'entraîner en réellement portant les coups sur les parties de l'armure. D'ailleurs, je crois que vous avez amené avec vous un sabre en bambou, un shinai. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez le montrer ? Vous pouvez vous lever Bien si sûr. vous voulez. C'est intéressant pour le grand public de découvrir un peu le matériel. C'est vrai que c'est très différent des katanas, des wakizashi, des sabres. Alors voilà, je vais le montrer à la caméra, super. Donc c'est des lattes de bambou. En général, elles sont justement mises ensemble pour qu'il y ait une certaine souplesse à l'impact, si je comprends bien, c'est ça ? Exactement, c'est ça, oui. Alors, je vous laisse le présenter. Exactement. Alors, je vais quand même poser le micro. Effectivement, il y a 4 lames de bambou qui coulissent entre elles et qui permettent cette flexibilité, qui permettent d'avoir un sabre qui est
souple, mais en même temps le bambou est rigide, il est attaché par du cuir, ce qui permet de le solidariser ensemble et ce qui permet d'avoir cette rigidité et pas quelque chose de mou comme un sabre en mousse par exemple, qui pourrait avoir une souplesse mais pas cette rigidité, avec une ficelle qui est en haut qui va symboliser le haut du sabre et par opposition en bas ça va être la coupe et le sens de la coupe, et donc on va y retrouver le sabre avec une lame tranchante et un haut de sabre qui n'est pas tranchant. Ouais, c'est un système intelligent d'avoir mis cette ficelle pour justement symboliser le sens du sabre. C'est très différent du bokken, le sabre en bois, vraiment d'une seule... Vous l'avez aussi? Très bien. Bon, c'est bien que vous ayez amené le matériel. Voilà, donc ça c'est très différent parce que je sais par expérience que les coups reçus avec un bokken et les coups reçus avec un shinai, c'est pas tout à fait la même chose. Avec un bokken, c'est vraiment la batte de baseball, hein. Si on prend un coup dans la tête, c'est game over. Alors qu'avec le shinai, bon, ça fait excessivement mal déjà, mais c'est supportable. Oui, alors non seulement c'est supportable, mais en plus, les coups donc, sont portés de façon réelle sur l'armure. Et l'armure qui permet une sécurité et une protection pour éviter justement les blessures. Bon, je vous dirai pas que parfois on a quelques petits hématomes. Comme dans tous les sports. Ouais. Mais voilà, c'est anecdotique. Ok. Et donc sur l'armure, vous avez en réalité plusieurs parties. Donc vous avez l'armure de corps. Et là sur la table, il y a donc la protection pour le men, donc la partie haute qu'on a autour de la tête, qui protège vraiment très bien. Là pour le coup, c'est l'armure qui protège. Moi j'ai l'habitude des casques de boxe anglaise, de ce genre de choses. Là ça protège évidemment beaucoup mieux parce qu'il y a les coups de shinai qui peuvent arriver de tous les angles possibles et imaginables. Je sais qu'on attaque en général souvent de haut en bas, mais il y a aussi des frappes de bas en haut parfois en kendo, ça se fait? Alors, il va pas y avoir de frappe de bas en haut, d'une part pour une question d'efficacité, même si le kendo de compétition est quelque chose de moderne, à un moment donné, il y a quand même la notion d'efficacité qui est quand même prise en compte. De bas en haut, ça ne va pas avoir cette efficacité. Effectivement, l'armure, c'est de l'alliage. Il peut y avoir différents alliages et différents matériaux, mais cet alliage est très résistant. Il ne va pas se tordre, il ne va pas se casser sur l'effet de l'impact. Avec des grilles qui permettent d'avoir une vision de l'extérieur, mais en même temps de ne pas avoir un sabre qui passe à travers. Et donc protéger le visage. Les casques qu'on pourrait retrouver en boxe, par exemple, restent des casques avec des coups portés avec des gants. C'est pas du tout le même genre d'impact. C'est pas le même genre d'impact. Ici, donc tout à l'heure, on avait le bokken. On l'a vu, on voit le bokken dans quelques films, Le Dernier Samouraï, où on le voit se relever après avoir pris des coups au bokken. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, il reste au sol. Il peut pas se relever. Et c'est là où on revient sur l'aspect de protection, puisque le but, c'est quand même de pouvoir travailler le lendemain matin. C'est la conservation de l'intégrité physique propre au sport. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez aussi, c'est ça qui est très intéressant, alors je vais le montrer à la caméra, vous avez les gants avec le côté, donc le poignet qui est protégé, mais aussi les mains et les doigts qui sont protégés, puisque on attaque aussi les mains, c'est des coups portés qui comptent des points, je crois, en kendo, c'est ça? En fait, en kendo, il y a plusieurs frappes. Donc, le men, c'est ce qu'on a dit, c'est le coup porté sur le casque. Il y a ce qu'on appelle le côté, qui est un coup porté sur le poignet. Donc, réellement, normalement, c'est censé être sur cette partie-là. Après, on n'est pas à l'abri parce que c'est quand même un sport avec des impacts physiques de se cogner contre l'adversaire avec les doigts. Donc, ça protège aussi et on n'est pas à l'abri aussi de prendre un coup de shinai sur les doigts. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a... Donc, la main est entièrement protégée. Ouais, tout à fait. Après, il y a une troisième frappe qu'on appelle le dos qui est protégé, lui, par un plastron. Donc, c'est un coup, donc le dos qui est ici. Et les coups sont portés en fait sur les côtes. Donc, du coup, voilà. Donc, effectivement, il y a la protection à ce niveau-là. Et ensuite, il y a une dernière frappe qu'on appelle le tsuki. C'est une estoc, en fait, voilà, portée à la gorge. Et effectivement, sur le men, comme vous voyez ici, il y a cette languette-là pour protéger justement des coups portés à la gorge par le tsuki. Donc, en général, le tsuki, si c'est comme en karaté, et je crois que ça l'est, c'est avec la pointe de l'arme que vous allez attaquer directement en estoc, c'est ça ? Exactement, oui, c'est ça. Ok. Bon, je connais peu les arts martiaux avec armes, mais je connais bien les arts martiaux à main nue, donc c'est un petit peu les mêmes termes qu'on emploie.
Donc effectivement, vous êtes très bien protégé en kendo. C'est un sport moderne maintenant, donc c'est un sport avec des règlements, avec un arbitrage, avec des fédérations, etc. Et c'est un sport qui, de mon point de vue extérieur, me semble très physique. Est-ce que c'est plus physique qu'un cours de karaté, de judo? On transpire dans l'armure. Je pense qu'à force de répéter des séries de tsuki et de men qui n'en finissent plus, en général c'est comme ça dans les arts martiaux japonais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut une bonne condition physique pour pratiquer le kendo? Alors, moi, je ne ferai pas d'opposition ou de comparaison avec d'autres arts martiaux, puisque le karaté est une discipline, le kendo est un art martial japonais, et avec une partie traditionnelle et une partie compétition. Et comme tout aspect de compétition, il faut à un moment donné avoir un aspect physique et un aspect sportif. Effectivement, on ne va pas se mentir qu'avec le poids de l'armure, le poids du casque et le poids de l'équipement, il y a un poids supplémentaire à porter en plus de son propre gabarit. Combien pèse l'armure en tout? Ça va dépendre de l'alliage, ça va dépendre du casque, ça va dépendre, mais je dirais aux alentours de 8 kilos. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Le men, c'est environ 2 kilos. Après, ça dépend pareil des matériaux utilisés. Ouais, on dit en moyenne 8 kilos. Ouais. Ok. Et c'est un matériel qui est en général prêté aux débutants quand ils arrivent au dojo. Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est un matériel qui coûte relativement cher par rapport à un simple kimono. Est-ce que les dojos prêtent des matériaux de protection au début pour les novices? Oui, effectivement. En tout cas, au Nice Kendo Club, c'est le cas. Parce que comme vous venez de le dire, ça a un certain coût. Après, on va pas se mentir, assez rapidement, les personnes qui adhèrent au kendo ont envie d'avoir leur propre armure. Oui, évidemment. Faite souvent, alors sur mesure, on s'entend pas toujours, mais en tout cas, à une taille qui leur correspond mieux et dans lequel c'est plus confortable. Mais effectivement, en début, le club prête l'armure. A fortiori pour les enfants. Oui. Puisque nous avons des enfants qui commencent à partir de 6-7 ans, donc avec des tailles qui vont évoluer. Il est compliqué de leur demander d'investir dans un équipement qui va par définition grandir. Donc le club de Nice, mais à grande ligne, je pense que quasiment tous les clubs, au moins en France, même à l'étranger, ont du matériel et ont cette connaissance que le matériel est peut-être un frein, donc avec un prêt de matériel. Mais après, comme Lisa vient de le dire, on transpire quand même dedans. Il est plus agréable de transpirer dans son propre matériel que dans un matériel qui est nettoyé chaque année, désinfecté chaque année, mais prêté aux adhérents. Et donc, en plus du matériel, c'est un art martial qui a une certaine technicité. Je connais très peu le kendo en termes de technique, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça, je vais vous laisser présenter. Quelles sont les techniques fondamentales du kendo? Qu'est-ce qu'on apprend quand on est novice? Les postures peut-être, les déplacements, ce genre de choses? Alors, effectivement, il y a le déplacement, il y a la prise du sabre. La prise du sabre, nous sommes dans de l'escrime. Mais l'escrime européenne ou l'escrime comme on peut l'en voir aux Jeux Olympiques, c'est un sabre qui est tenu avec une seule main. Oui. Ici, nous avons un sabre qui est tenu avec deux mains. Donc, physiologiquement, à partir du moment où on est tenu avec deux mains, on est de face. Si on est de face, on a les pieds parallèles. Donc, le déplacement est à prendre dans un premier temps. C'est le déplacement, avoir la connaissance du sabre, avoir la connaissance de son corps et comprendre qu'on va utiliser le sabre avec une certaine distance. Si on est très loin, on fait du tir à l'arc. Si on est plus proche, on va faire du sabre. Et si on est au corps à corps, on va faire du karaté ou du judo. Donc, pour comprendre que le sabre est utilisé à bonne distance, on a le tiers du sabre et les frappes sont portées avec ce tiers-là. Si l'on frappe à cette distance-là, la coupe n'est pas correcte, ne va pas correctement frapper et la distance ne sera pas respectée. Donc, la première étape, c'est de comprendre la notion de distance, de comprendre le déplacement, avant même de parler de frappe, mais de comprendre un petit peu ces notions-là liées au combat et liées à la spécificité de l'arme par opposition aux disciplines main nue. Et donc, si je comprends bien, en kendo sportif, les points sont comptabilisés si on frappe avec la bonne partie de l'arme. Si on frappe avec une mauvaise partie, peut-être les points ne sont pas comptabilisés. Comment ça se passe? Oui, alors en fait, pour que le point, donc le ippon, soit valide, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc effectivement, il y a la bonne partie du sabre. Donc vous voyez là, en fait, où il y a le morceau de cuir. Le premier tiers, en fait, c'est la partie valable par rapport à l'arme, au shinai lui-même. Pour que ce soit valable, il faut aussi que ce soit sur la bonne partie de l'armure. Ok. Donc voilà, et il y a la notion de ce qu'on appelle de kikentai. C'est une synchronisation de 3 éléments.
qui est l'esprit, le sabre et le corps. Donc il faut que ces 3 éléments soient synchronisés pour que le hippon soit compté et valide. Donc c'est à l'appréciation de l'arbitre, je suppose, de l'arbitre du combat Oui, en fait, quand on est en compétition, il y a 3 arbitres. Justement, donc il faut qu'il y ait 2 arbitres qui valident le point pour qu'il soit accordé. Et on ne combat pas comme en escrime occidentale sur une ligne. Je crois qu'il y a une surface de tatami qui est allouée, donc on peut tourner autour de l'adversaire, etc. Alors, pas de tatami. Le kendo se pratique sur parquet. Et effectivement, il y a une aire de combat qui va de 9 à 11 mètres sur 9 à 11 mètres. Donc, c'est un carré. Et effectivement, ça ne se pratique pas comme l'escrime dans un couloir sur une ligne. Il y a plus de stratégie. On peut tourner autour, on peut désaxer, c'est un peu plus libre. Tout à fait. Oui, il n'y a pas de voyant lumineux ou de système électronique avec une piste métallique qui permet d'avoir un contact pour faire un système lumineux. Il y a un parquet et 3 arbitres et il n'y a pas la VAR, il n'y a pas de vidéo. Sur le kendo. Et oui, c'est un carré, donc oui, il y a un déplacement qui peut se faire dans toutes les directions, à condition de rester bien sûr dans l'aire de combat. Et donc les techniques qu'on commence par apprendre quand on est novice, quand on entre dans un dojo de kendo pour la première fois, on a parlé un petit peu des déplacements. Alors j'ai beaucoup vu de déplacements, ce qu'on appellerait en karaté tsugiyashi, c'est-à-dire des pas glissés. Ça se fait beaucoup, je crois, en kendo, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres formes de déplacement ou de tactiques pour aborder l'adversaire, pour se rapprocher, pour marquer un point ? Alors, le karaté et le kendo ont comme similitude que ce sont des arts martiaux japonais. Donc, à un moment donné, il y a quand même un lien qui est fait. Oui, la terminologie. Il y a un lien qui est fait alors, sur la terminologie, mais aussi sur l'esprit. On a parlé du tsuki par rapport au karaté et par rapport au kendo. On va parler de ce déplacement qui, effectivement, va glisser les pieds parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que si on avait les pieds qui étaient au sol, on était un petit peu plus stable que si on a les 2 pieds qui sont décollés. Quand on marche dans la rue, assez peu de personnes sautillent avec les 2 pieds qui décollent du sol. Là, c'est un peu la même idée. C'est pas qu'on impose d'avoir les 2 pieds au sol, c'est que physiologiquement, c'est la meilleure option. C'est la meilleure option d'avoir ses pieds. Mais ce n'est pas parce qu'on se déplace en glissant les pieds qu'il n'y a pas cette souplesse, qu'il n'y a pas cette demande de réactivité. Et c'est là aussi pourquoi on est sur parquet et pas sur tatami, parce qu'il faut être capable de se déplacer dans tous les sens. Il faut quand même un sol assez ferme pour pouvoir changer de direction, changer d'axe. Si on était sur tatami, le pied s'enfonce sur un tatami qui peut être souple et ne permettrait pas d'avoir ces changements d'axe, ou du moins ferait mal aux rotules, ferait mal aux genoux, ferait mal aux chevilles, puisque le pied resterait dans un axe et le corps changerait de direction. Quand on pratique le kendo et qu'on a ces déplacements, ces techniques à effectuer, en général, on est amené effectivement à faire des changements d'axe, surtout en maniant l'arme. Je sais, pour avoir essayé quelques fois le maniement des armes, que c'est très difficile en tous les cas pour moi, je l'ai ressenti comme ça, de devoir tout le temps se concentrer, parce que je suis habitué de sport à main nue, de devoir tout le temps se concentrer sur le maniement lui-même, tout en se déplaçant dans parfois des directions opposées à l'arme. Et c'est vrai que c'est une concentration qui est importante, je crois, en kendo. Oui, alors ça demande une concentration et une coordination aussi. Donc, quand on parlait tout à l'heure de ce qu'on apprend en fait dans les bases du kendo, effectivement, c'est la coordination de l'arme, des déplacements, de ces choses-là. Donc, après, avec le temps, finalement, ça devient naturel. En fait, une fois qu'on a les fondamentaux, qu'on les a intégrés et que voilà, ça devient plus naturel. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut se concentrer et les mains, et les pieds, et les déplacements, et la frappe, et frapper au bon endroit. Donc voilà. Ouais. Donc vu comme ça, c'est pas facile, mais avec en plus un adversaire qui réagit, qui fait varier la distance, etc. Donc ça peut être compliqué. D'où l'importance d'avoir et de pratiquer avec de bonnes bases en fait techniques. On parle des bases techniques, les postures sont effectivement importantes. Je me demandais si les droitiers et les gauchers avaient un pied avancé ou si on avait toujours les pieds parallèles, quelle que soit la main dominante ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des différences pour les droitiers et les gauchers ? Soit droitier ou gaucher, on a toujours le pied droit devant et le pied gauche derrière. De même pour la tenue du shinai ou du boken, c'est toujours la main droite devant et la main gauche à l'arrière, donc à l'extrémité du sabre, quelle que soit... la main dominante. Exactement. Ça alors, c'est intéressant. Et du coup, donc la main droite est au-dessus, on est d'accord quand on tient ? Oui.
Et du la main coup, gauche à l'extrémité, ouais. pour un gaucher, il aurait sa main dominante en dessous. C'est pas plus difficile pour un gaucher? Est-ce qu'on peut vraiment parler de main dominante puisque les deux mains sont sur le sabre? Par opposition, là on revient sur une notion, en tennis on va frapper avec une raquette et une main, en escrime on va avoir une seule main sur le sabre, et ici nous avons les deux mains sur le sabre et les hanches sont face à la personne. Donc effectivement on a toujours une main dominante, il y en a toujours une main qui est plus forte ou peut-être plus habile qu'une autre, mais là les deux mains sont sur le sabre, les deux mains frappent en même temps et utilisent le sabre en même temps. Donc cette notion de droitier et de gaucher, c'est une notion qui est quand même relative au fait de manier le sabre à une seule main. Ouais. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Et effectivement, à partir du moment où on a la main droite qui est en haut, par symétrie dans le corps, le pied droit va être devant, sinon on aurait le bas du corps dans un sens, le haut du corps dans un autre, et ça va pas fonctionner. Quand on est en boxe, si on est tourné dans un sens ou dans l'autre, c'est la même problématique. Après, encore une fois, comme dans le tennis, au début, on apprend la position sur la raquette, et puis après, on oublie cette position sur la raquette pour se concentrer sur le déplacement et sur frapper la balle. Et je ne pense pas que Rafael Nadal se pose la question, est-ce qu'il a quelque chose au bout de la main? Il a naturellement une raquette, et il a oublié qu'il avait appris en début une prise marteau, et ensuite une évolution. Oui, parce que finalement, on intègre assez rapidement en fait cette posture-là, et on voit parfois quand on essaye pour des exercices ou pour travailler la latéralisation de changer la garde en fait de côté, on se rend rapidement compte que finalement on est perdu en fait en changeant, puisqu'on a vraiment intégré de cette manière-là en fait. Oui, c'est un peu pareil. Moi, je fais beaucoup de boxe anglaise. C'est un peu pareil de temps en temps au club. Ils les mettent dans la garde qu'on appelle fausse patte, la garde inverse. Et alors là, ils sont perdus. C'est comme s'ils n'avaient jamais mis les pieds dans un club de boxe depuis le début de leur vie. Bon, mais c'est vrai que c'est minime si on tient effectivement le sabre à deux mains. C'est quand même une différence qui est minime, contrairement à une raquette qu'on tiendrait à une main ou à l'escrime au fleuret. On va parler maintenant un petit peu de technique en tant que telle. Quelles sont les techniques fondamentales quand on frappe au sabre? D'après Musashi, bon, moi je lis beaucoup les livres de Budo Édition. D'après Musashi, il n'y a que deux types de frappe. Il y a l'estoc et la taille. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a plus de types de frappe? Comment ça se divise techniquement le kendo? Effectivement, il y a finalement l'estoc et la taille, la coupe. Maintenant, cette coupe, on peut réaliser la coupe aussi bien à la tête, au poignet ou au ventre, ça reste toujours une coupe. Donc finalement, ça reste du sabre. Donc un sabre, pour l'utiliser, c'est soit en coupe, soit en pique. Après, encore une fois, le sabre, les techniques, on ne va pas frapper dans la nuque parce qu'on a un équipement qui nous protège et ça va être l'aspect plus sportif. On a des gants qui vont nous protéger et le but, c'est de couper le poignet. Si on veut vraiment tirer l'idée, la philosophie, effectivement, que si on coupe au niveau du coude, ça fait mal. Maintenant, notre protection, elle est faite comme ça. Même s'il y a une codification, cette codification a un but. Nous avons le plastron qui nous protège au niveau du ventre et au niveau des flancs, parce que le but c'était de couper entre les côtes et les hanches, puis c'est la partie la plus souple et la plus facile à couper. Donc on a codifié et on a protégé cette partie-là, et par extension on a décidé que ça serait cette partie-là qui serait la partie de cible au niveau de la coupe, au niveau du ventre, qu'on va l'appeler dos. Et le reste du corps n'est pas protégé. Par exemple, si par accident, au lieu de frapper au poignet, on frappe sur le coude n'est pas protégé pendant les compétitions? Alors non, pas réellement. Après, on n'en a pas parlé, mais la tenue en dehors de l'armure, c'est un hakama et un kekogi. Donc le kekogi, c'est la veste, et le hakama, c'est le pantalon en fait qu'on utilise. Généralement, le kekogi est en matière assez épaisse, c'est épais, qui est censé absorber à minima les coups. Alors le mot important dans cette phrase est censé. Et à minima. Alors, en fait, c'est ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, c'est l'évolution du matériel. Moi, quand j'ai commencé, on avait des vestes hyper lourdes, hyper épaisses, sauf qu'on s'est rendu compte, alors que c'était peut-être moins agréable à porter, peut-être plus lourd. Donc après, on a cherché d'autres matières, des matières qui sont devenues du coup plus fines, peut-être plus agréables, mais qui du coup protègent un peu moins. Donc c'est pour ça que je disais à minima. Et puis aussi peut-être pour la pratique elle-même, on est plus réactif, on peut démarrer les actions plus vite si on n'est pas gêné par un équipement trop lourd. Je pense surtout au spectacle. Maintenant, le kendo, c'est aussi un spectacle. Ça se regarde à la télévision. Il y a des grandes compétitions de kendo, les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France. Et effectivement, c'est plus
je me place du point de vue du public, plus spectaculaire à regarder si les gars sont fluides, ils arrivent à bouger rapidement. C'est vrai que s'ils sont alourdis par une armure qui protège bien, mais qui est un peu encombrante, c'est peut-être plus difficile. Il faut trouver le juste milieu entre la protection et l'équipement pour ne pas se faire mal, et en même temps garder la souplesse, la rapidité et la possibilité d'utiliser un sabre. Et là, on pourrait opposer les armures médiévales en Europe et les armures médiévales au Japon. C'était pas les mêmes sabres, c'était pas les mêmes techniques, et la protection n'était pas la même. Là, nous faisons de l'escrime japonaise, donc adapté à un sabre japonais, adapté à une technique. Il nous faut garder une certaine rapidité, une certaine souplesse, et si on met une armure de chevalier du Moyen-Âge, on va pas avoir cette souplesse-là. Ouais, ça me fait penser aux arts martiaux historiques européens, au Béour par exemple, où ils sont en armure complète, mais alors là, la mobilité est très réduite, quoi. Et donc pour les tailles, c'était l'essence de ma question en fait. On a la taille au corps, sur les poignets et aussi au niveau du visage. Pour le visage et pour la gorge, on a aussi le tsuki, si j'ai bien compris. Oui. Et est-ce qu'on peut aussi frapper en tsuki au corps ? Non, l'estoc, elle n'est autorisée qu'au niveau de la gorge, en fait. Donc, voilà, le reste, c'est des frappes de type coupe. Par rapport à votre question sur les techniques, si on doit scinder, on peut dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les attaques. Donc, ce que vous a présenté Cédric, men, côté, do, tsuki. Et ensuite, les contre-attaques. Donc, des techniques visant à contrer. Et ça, c'est très compliqué de mon point de vue de novice, parce qu'il faut à la fois défendre et être en bonne posture pour pouvoir contre-attaquer avant que l'autre ait pu récupérer sa garde. Oui, après, avec, on va dire, la pratique habituelle et en progressant, le but, c'est surtout de faire attaquer l'autre au moment où nous, on a décidé, en fait, et du coup, d'anticiper ça. Le but, c'est d'arriver à mener l'autre à la faute, entre guillemets, et à faire ce que nous, on a décidé pour justement anticiper et pouvoir contre-attaquer de façon correcte. Donc, les notions de sen-no-sen et go-no-sen, ça vous dit quelque chose ? Vous les utilisez beaucoup ? Ah oui, tout à fait, oui. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est un petit peu un combat stratégique en kendo. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à pousser l'autre à la faute pour pouvoir placer son attaque et marquer ippon. Oui, soit pousser l'autre à la faute, soit nous avoir assez préparé notre attaque pour que l'autre n'ait pas le temps de réagir. Oui, donc le sen-no-sen, attaque tout à fait. tout de suite, ou alors le go-no-sen, de laisser l'autre prendre l'initiative en quelque sorte, mais de le pousser à la faute pour pouvoir bien contrer. Exactement, c'est ça. Okay. De lui faire croire qu'il a pris l'initiative, en sachant qu'en kendo, comme en karaté, comme les actions sont quand même des actions qui sont très brèves, sur une demi-seconde. Donc effectivement, le moment de relâchement va être rapidement sanctionné par une attaque en face. Donc on va revenir sur cette notion de concentration permanente. Alors, on dit souvent que le kendo, c'est la discipline du corps et de l'esprit. Donc ça revient justement à ce qu'on disait, c'est aussi forger son esprit, la concentration, la discipline. Donc ça, c'est d'un point de vue mental. Et après, effectivement, réagir de façon physique avec le sabre. Ok, et je sais que souvent, en kendo, ça arrive qu'au moment de l'attaque, au moment où l'action est déclenchée, on arrive à très courte distance, presque avec les sabres qui s'entrecroisent très proches. Est-ce que les projections sont autorisées ou pas du tout ? Non, alors le kendo, ça reste et ça revient à l'escrime. Donc on a pu voir au tout début de la codification ou de la pratique, de la projection où il finissait au sol. Mais non, aujourd'hui dans le kendo moderne, il n'y a pas de projection, ce n'est pas du jujitsu, c'est pas du judo, ça reste le maniement du sabre. Donc c'est très différent du kenjutsu originel, entre guillemets. Ça s'est complètement sportivisé, codifié, effectivement. Et maintenant, vous avez donc beaucoup d'adhérents de toutes les tranches d'âge, à la fois des enfants, des adolescents, des adultes. Est-ce que les enfants ont plus de facilité à apprendre également avec les armes, comme dans les autres disciplines sportives, ou est-ce qu'il y a des petites choses à aménager, des petits jeux, des choses ludiques qui se sont mises en place ? Effectivement, les enfants ont cette facilité d'être intuitifs sur beaucoup de choses. Des fois, il suffit de leur faire un exercice et naturellement, ils y arrivent. Nous avons une codification à travers le kendo, mais comme on le disait tout à l'heure, si on n'a pas les deux pieds au sol, on n'est pas stable. Pour un adulte, il y a besoin des fois d'intellectualiser ou d'expliquer les choses
pour qu'on puisse comprendre. Des fois, sur des enfants, c'est plus simple. En ce qui concerne l'enseignement pour les enfants, tout au moins à Nice, nous avons des enfants qu'on commence assez jeunes, avec des cours qui sont adaptés par tranche d'âge. Et les besoins d'un enfant de 8 ans ne sont pas les mêmes qu'un enfant de 14 ou 12 ans. Et effectivement, on peut passer à travers des jeux qui ont un but de déplacement, ou des jeux qui ont un but de maniement du sabre, pour que le maniement du sabre devienne quelque chose de naturel, que le déplacement devienne quelque chose de naturel, afin de pouvoir passer sur une pratique plus classique. On peut passer par des jeux, ou on peut passer par des intermédiaires, parce qu'effectivement, les enfants plus jeunes, peut-être, en ont besoin. Oui, parce qu'il faut savoir que le kendo demande quand même une coordination importante. Et qui n'est pas toujours acquise ou en tout cas facile pour de jeunes enfants. Donc effectivement, il peut y avoir une approche plus ludique, on va dire, pour de jeunes enfants, pour les amener à intégrer justement, par exemple, cette coordination, ce qui peut ne pas être forcément le cas pour des plus grands ou des adultes. Oui, parce que quand on pratique le sport, de toute façon, quel que soit le sport, on entraîne aussi la motricité, le système cardiovasculaire, la musculature. Donc, il faut aussi apprendre à gérer le corps dans l'espace. Oui, exactement. Et alors du coup, ça m'amène aux questions un peu plus historiques. J'ai parlé tout à l'heure de Miyamoto Musashi. Est-ce que vos lectures, je sais qu'en général, les pratiquants de kendo lisent un petit peu les ouvrages anciens. Est-ce que vos lectures ont influencé votre pratique en quoi que ce soit sur l'esprit ou même sur la technique elle-même? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a influencé? Bon, alors en termes de lecture, je suis un peu une mauvaise élève. Non, non, j'ai lu effectivement certains ouvrages qui m'ont amené à une certaine réflexion en fait par rapport à la pratique. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il serait intéressant que je les relise maintenant avec un peu plus d'expérience pour voir en fait ma compréhension. Personnellement, j'avais lu les traités des 5 roues de Miyamoto Musashi, qui a quand même été écrit dans les années 1645, me semble-t-il. Oui, quelque chose comme ça. Et on retrouve les principes encore aujourd'hui dans la pratique actuelle du kendo moderne. Effectivement, oui, ça a eu une influence. Alors, plutôt en termes de compréhension, on va dire. Voilà, après, oui, j'ai lu d'autres livres. Cédric, tu les as lus aussi, il me semble, les livres de Monsieur Yoshimura. Oui, alors Yoshimura, c'est un auteur, on va dire quelqu'un de contemporain, qui est pratiquant 8e dan de kendo et qui forcément va avoir une vision plus moderne. Donc il va aussi avoir cette notion sur l'évolution du matériel, l'évolution sportive, l'évolution du kendo, la codification, mais il va avoir quand même toute une réflexion, il va y avoir toute une réflexion historique qui va être appliquée au kendo moderne. On a parlé de l'aspect compétition, on s'est attardé sur l'aspect sportif, compétition, mais le kendo, ce n'est pas que ça. Il y a vraiment un aspect quand même traditionnel, un aspect, le kendo. Un peu ritualisé. Ritualisé. Alors, le kendo est sous la Fédération française de judo, donc on a l'occasion de côtoyer les pratiquants de judo. Les pratiquants de judo qui aujourd'hui est une discipline qui est, on va dire, très très démocratisée, diffusée en France, où on peut retrouver des gens qui sont très traditionnels et des gens qui sont très Teddy Riner et très sportifs. Ouais. Cette question, cette dualité entre le traditionnel, le classique et l'aspect compétition ou l'aspect plus sportif, c'est une question qui se pose dans le judo, c'est une question qui se pose dans toutes les disciplines, et c'est vrai que d'avoir des lectures comme Yoshimura qui a cette vision à la fois complète avec cette notion de combat, cette notion d'engagement aussi bien physique que intellectuel, de donner de soi. L'avantage de la pratique du kendo, c'est qu'on peut vraiment se donner physiquement sans avoir un retour au karaté. Si on se donne vraiment physiquement et qu'on prend une droite, c'est vrai que des fois c'est difficile de remonter sur la poutre et de recommencer à fond sans une appréhension. La protection physique du kendo nous permet quand même de pouvoir avoir cette générosité de se donner à fond et de pouvoir se relever et continuer sans avoir à minima quelques petits coups, quelques bleus, mais dans l'ensemble peu de danger physique. Oui, parce que je suppose que les blessures les plus, on va dire les plus importantes, celles qui arrivent le plus souvent, c'est surtout des blessures liées à la préparation physique. En kendo sportif, c'est pas des blessures de type coup porté ou reçu, parce que là l'armure est quand même
très importante. En termes de coups portés, j'ai pas souvenir d'avoir vu de blessures importantes. Voilà. Après, ce que j'ai pu voir dans la pratique du kendo, c'est des ruptures de tendons d'Achille. Oui, les blessures du sportif mais classique. du sportif, en fait, voilà, en soi, qui sollicite certains muscles, certaines parties du corps qui sont sollicitées et qui, du coup, voilà. Mais effectivement, en termes de coups ou de... Ouais, là, voilà, la protection est bonne, là, il n'y a oui. aucun doute. Oui, quelques hématomes parfois, voilà. Pas plus que dans d'autres sports, en fait, finalement, ou d'autres pratiques. Oui, puis pour avoir un peu pratiqué le judo et le karaté, entre le judo, quand on prend le sol à 50 km/h, c'est pratiquement un accident de voiture. Et en karaté, bon, des fois, ça tabasse aussi pas mal. C'est vrai que là, les chocs pris, en tous les cas, sont très largement amortis par l'armure. Est-ce que l'enseignement a évolué ces 10, 20, 30 dernières années? Ou est-ce que c'est somme toute la même chose que ce que vous avez connu quand vous avez commencé? L'enseignement, pour moi, dans ma vision, l'enseignement a vraiment évolué. Déjà, l'enseignement, on a parlé des enfants, donc forcément, l'enseignement, la vision des enfants, c'est pas du tout la même que l'on pouvait avoir il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il y a plus d'enfants dans les clubs? Alors déjà parce qu'il y a plus d'enfants par les clubs, mais parce que la société a évolué et que notre vision moderne n'est plus la même que la vision qu'on pouvait avoir il y a 50 ans. Et la vision japonaise il y a 50 ans n'est pas la même qu'une vision européenne en 2025-2026. Comme notre vision n'est pas la même du monde, forcément notre enseignement n'est pas le même. Et quand le kendo est arrivé en France, il y a eu une transposition, des adaptations de la méthode d'enseignement, où somme toute ça a été comme pour le judo et le karaté, on a tout de suite pris la méthode japonaise, ou tout de suite il y a eu des adaptations pour la France? Moi je dirais qu'il y a eu tout de suite la méthode japonaise en fait. Ah ouais. Oui, voilà. Ce qui se passe aussi c'est que je pense que le fait que maintenant le kendo, en tout cas en France, peut être pratiqué jeune, ce qui n'était pas le cas en fait il y a 50 ou 40 ou 50 ans. Il y avait peu de clubs où il y avait des enfants, ce n'était pas considéré comme un art martial fait ou en tout cas compréhensible par des enfants en fait. Ça a évolué là-dessus et maintenant on voit des enfants qui commencent de plus en plus jeunes et il y en a de plus en plus. Donc voilà, donc effectivement forcément avec cet élément-là, on peut aussi penser que l'enseignement a évolué, oui. Et quelles sont les choses qui ont le plus évolué selon vous dans l'enseignement? Est-ce que c'est la pédagogie? Est-ce que c'est les jeux, les choses ludiques qu'on peut mettre en place? Je reviens au judo parce que j'ai eu l'occasion de faire une démonstration avec eux il n'y a pas longtemps et il y avait un ancien professeur 7e dan de judo qui doit avoisiner les 80 ans qui nous disait qu'à l'époque il donnait des coups de bâton aux élèves. Et aujourd'hui le judo, je ne crois pas que les professeurs de judo donnent des coups de bâton à leurs élèves. Donc le judo a évolué. Le kendo, naturellement, a évolué. Ça fait partie, encore une fois, d'une... Donc pour l'enseignement en lui-même, effectivement, c'est normal que ça évolue. Et je pense même au karaté ou même à la boxe, l'enseignement a évolué ces dernières années. C'est marrant d'ailleurs parce que moi, le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, je l'utilise beaucoup pour la boxe pied-point, ce qui n'a rien à voir avec le sujet évoqué dans l'ouvrage. Mais quand il évoque les différences de distance ou les différences de stratégie chez l'adversaire, il parle en particulier dans, je crois, le livre de l'eau, de ceux qui ont des sabres très longs et qui combattent à longue distance, ou au contraire de ceux qui ont des wakizashi ou des sabres très courts et qui ont plutôt tendance à combattre à courte distance. Bon, moi, en tant que pratiquant de pied-point, je vois les gens qui combattent comme Mike Tyson à très courte distance avec les coups de poing, ou alors les pratiquants de taekwondo qui font des coups de pied de loin. Et ça nous sert aussi parce qu'en fait, c'est un manuel pas simplement de kendo, mais d'art du combat en général, en fait. Mais on peut aussi, alors on parle d'art du combat, parce qu'effectivement, c'est très axé, il est axé sur le sabre, cet ouvrage. Il était encore très actuel, et je pense aussi qu'il est très transposable, en fait, dans différentes choses de la vie quotidienne, professionnelle, en termes de management, voilà. Donc je ne suis pas étonnée qu'il serve aussi à d'autres disciplines. Oui, parce que c'est plutôt des principes stratégiques généraux, que des choses très concrètes sur le maniement. Bon, il y a évidemment des choses très concrètes à certains endroits, mais effectivement, quand il présente ces différentes stratégies,
puisque c'est un manuel de stratégie de combat au sabre en réalité, on voit que c'est facilement transposable à tout un tas de domaines. Mais l'histoire du Kenjutsu, c'est assez intéressant. Et je crois que vous pratiquez aussi au Nice Kendo Club le Iaido. Tout à fait. Non, c'est vrai. Ok, et donc là, c'est pas du tout le même genre de pratique, il s'agit de dégainer et couper en un seul geste, c'est ça? Je dirais pas que c'est pas tout à fait la même pratique, je dirais que c'est des pratiques qui sont cousines ou sœurs, mais elles ne sont pas non plus si différentes l'une de l'autre, dans le sens où effectivement le Iaido va se concentrer sur des katas, donc des scènes de combat codifiées. Le Kendo a sa série de katas qui se pratique à deux, avec, on l'a dit tout à l'heure, une action attaque-contre-attaque. Le Iaido, c'est avec des adversaires imaginaires et le travail va être un travail un petit peu plus porté sur la respiration, la posture, la coupe, sortir le sabre, dégainer, couper 1, 2 ou 3 adversaires dans des scènes de combat. Une scène de combat et un kata, finalement, on peut l'imaginer à l'infini. Il y a des écoles, différentes écoles en Iaido et chacune de ces écoles connaissent ses propres katas. Après, il y a la fédération et au niveau international qui a codifié une base et une série de katas en estimant que cette base-là était une base de technique. La similitude, ça reste un art martial japonais, ça reste de l'escrime japonaise, dans le but étant de manier un sabre japonais avec une coupe. Et il est vrai que nous, en kendo, on a ici un sabre en bambou, on ne sort pas un sabre de son fourreau, il est directement entre nos mains. Donc on n'a pas cette notion de sortir le sabre du fourreau, contrairement à ce que peuvent avoir le Iaido. Et les katas sont pratiqués avec le shinai ou avec un sabre en fer forgé? Par rapport au kendo, Ouais. c'est pratiqué avec le boken et ce qu'on appelle le kodachi. En fait, il y a 10 katas en tout et pour tout. Les 7 premiers qui sont pratiqués avec le boken, donc on va dire le sabre long, et les 3 derniers qui sont pratiqués avec le kodachi, donc le sabre court, que présente Cédric ici. D'accord, très bien. Donc ça représente ce qu'était le wakizashi, c'est ça? C'est ça, un sabre court, un sabre long. Ok, donc c'est vrai qu'il faut le dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop l'histoire du Japon, les samouraïs avaient en général à la taille 2 sabres, un wakizashi et un katana. Donc effectivement c'était les 2 sabres et donc on utilise aussi ce kodachi pour les katas? En tout cas pour les 3 derniers katas, pour les contre-attaques des 3 derniers katas. Donc en kendo, si je comprends bien, les katas se pratiquent à 2 comme en judo. Oui. Alors qu'en Iaido, ils se pratiquent seuls, plutôt comme en karaté, dans le vent, quoi. Exactement. Ok. Et donc en Iaido, moi je vois souvent des démonstrations où des gens coupent, je crois que c'est du tatami enroulé. Alors là, ça va plus être du Iaido, mais ça va être une pratique de coupe, puisque là, il n'y a plus de scène de combat. Là, ça va être plus l'art de la coupe, où ils vont bien manier le sabre pour pouvoir bien couper. Comment faire pour que les mains, à quel moment doit-on serrer les mains sur le sabre pour que l'impact permette une coupe franche et nette. Donc là, il y a une notion qui est différente. Le Iaido peut se pratiquer dans un premier temps au boken, au sabre en bois, dans un deuxième temps avec un sabre en fer forgé, dans un troisième temps avec un sabre en fer forgé qui va couper réellement. C'est des épreuves qui sont demandées par exemple au passage de grade? Non, c'est vraiment une discipline qui est différente encore. La coupe, c'est la pratique de la coupe. Je ne dis pas que des pratiquants de Iaido ne pratiquent pas le kendo, ne pratiquent pas la coupe, ne pratiquent pas autre chose. On peut pratiquer différentes disciplines, mais la coupe en elle-même est une discipline individuelle. Le Iaido, c'est des katas, des scènes de combat codifiées. Et donc, pour le pratiquant qui évolue sur le chemin, par exemple, vers la ceinture noire ou vers les grades Dan, quels sont les examens? Comment se déroule en réalité l'examen? Est-ce qu'il y a un examen à la fois sportif et un examen technique avec des katas? Alors, pour les grades, il y a ce qu'on appelle les Q. Donc, les Q, c'est pour, on va dire, entre guillemets, les débutants. Donc, c'est avant la ceinture. C'est avant la ceinture noire. Et ensuite, ce qu'on appelle les Dan. Et après, il y a ce qu'on appelle les Shogo. C'est des titres honorifiques. Par rapport au passage de grade des Dan, effectivement, alors en France, je dis en France parce que c'est pas partout pareil, il y a un exercice imposé qui s'appelle le Kirikaishi, qui regroupe en fait beaucoup de techniques, en tout cas qui demandent une certaine compréhension de la technique en fait en kendo. Donc ça, c'est un exercice qui est imposé. Et qui consiste en quoi exactement? En fait, c'est un enchaînement de frappes. Donc en fait, c'est sur le men uniquement.
et c'est un enchaînement de frappes de l'avant vers l'arrière. Mais pour arriver à réaliser cet exercice, ça demande la coordination, ça demande une bonne frappe, ça demande une bonne distance. En fait, ça demande tous les éléments importants en fait, du kendo qui sont regroupés dans cet exercice. Et je dis en France parce que je sais que dans les pays européens, c'est pas forcément imposé cet exercice-là. Par contre, ce qui est commun à tous, c'est qu'il y a une partie Geiko, donc obligatoire. Donc 2 geckos, c'est 2 combats en fait, avec 2 adversaires différents. Et ensuite, effectivement, il y a les katas qui sont obligatoires. Et dans les combats, il faut marquer un certain nombre de points ou montrer qu'on a bien maîtrisé la technique? Non, c'est plutôt une maîtrise de la technique en fonction du niveau demandé. Il n'y a pas de... Alors évidemment, c'est compliqué d'analyser la technique s'il n'y a pas eu de hippon pendant le combat, mais en tout cas, c'est pas en termes de comptabilisation de points. Oui, donc ça ressemble beaucoup au système qu'il y a dans les arts martiaux japonais en général. Ouais. Sachant que le kendo est un art martial qui est pratiqué par... Est-ce que vous savez combien de personnes pratiquent en France ou dans le monde? Alors dans le monde, je ne saurais pas vous dire. En France, j'entends souvent entre 5000 et 6000 licenciés. Donc tous réunis dans la Fédération française de judo et disciplines assimilées, c'est ça? Oui. Donc ça fait relativement peu par rapport au judo qui a, je crois l'année dernière, ils étaient à 590 000 licenciés en tout. Donc c'est énorme, c'est une grosse machine. Et vous arrivez à avoir donc à la fois un championnat régional, national, avec des sélections. Comment ça se passe pour un pratiquant qui s'inscrit dans le système compétitif? Alors, il y a des régions qui sont bien sûr mieux pourvues en club et en pratiquants. Malheureusement, il y a des départements et des régions qui sont moins représentés. Oui, il y a un championnat régional, puis ensuite avec qualification, avec des quotas. Par exemple, pour la région PACA, il y a un certain nombre de quotas qui nous permettent d'accéder ensuite au championnat de France. Les championnats sont subdivisés, que ce soit par équipe ou en individuel, par des catégories de grades. Donc, on va revenir sur les grades. Donc, il y a les grades qui sont moins de ceinture noire, qui sont Q. Ensuite, il y a le premier au 3e dan. Il va y avoir le premier, 2e dan, qui est un championnat de France honneur. Puis après, un championnat de France qu'on va appeler Excellence, qui est pour les grades supérieurs au 3e dan, en individuel. Pour ne pas faire combattre quelqu'un qui est effectivement un peu plus gradé, donc par définition un peu plus d'expérience, avec quelqu'un qui qui pourrait avoir moins d'expérience. Ok, et donc le critère fondamental, c'est pas le poids comme dans je sais pas, la boxe ou le karaté, c'est vraiment le grade? Non, il y a cette distinction qui est par grade. Ensuite, il peut exister des tournois, par exemple, je pense à l'Open de France, qui est un tournoi où il y a une subdivision par âge, parce qu'effectivement, là, on peut aisément comprendre qu'une personne de 50 ans va pas avoir la même vivacité qu'une personne de 25. Donc, il peut y avoir des différences par certains tournois, voilà. Mais ce qui ne va pas être le cas pour le championnat de France. À partir du moment où on s'inscrit pour le championnat de France, c'est qu'on s'inscrit et qu'on pense qu'on est apte à pouvoir combattre, quel que soit son âge. Par contre, il y a une différence entre catégorie féminine et catégorie masculine. Pour les individuels. Pour les individuels. Pour les individuels. Et de même, pour les individuels, il y a aussi des catégories d'âge, avec les juniors, les benjamins, les cadets, les poussins, etc. Puisque là aussi, on ne va pas faire combattre un enfant de 8 ans face à un enfant de 18. Vous avez précisé, pour les individuels, pour les compétitions en équipe, on a à la fois des équipes, on a des équipes mixtes en réalité? Oui, c'est une possibilité en fait. Donc effectivement, j'ai précisé parce que souvent, on a tendance à dire il y a les championnats féminins et les championnats masculins, ce qui est réel en individuel, ce qui n'est pas le cas en équipe, où en fait une équipe, alors pour les championnats de France, est composée de 5 personnes, et dans ces 5 personnes, il n'y a pas de grade imposé, ni le sexe imposé. Donc il peut y avoir des équipes de personnes allant du premier jusqu'au 6e dan, mélangées avec des hommes ou des femmes. Ok. Et en général, donc, pour le coach ou l'équipe en question, le principe, c'est simplement d'envoyer les meilleurs en compétition, sans se soucier ni du grade, ni de l'âge, ni de... Après, je ne vais pas vous mentir, quand on va en compétition, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Donc, on essaye de faire en sorte de mettre, en tout cas, les plus efficients pour gagner. En tout cas, moi, personnellement... c'est ma vision d'ancienne compétitrice. Et du coup, ça c'est intéressant, cette distinction par grade. Du coup, le grade donné a une réelle influence sur ensuite le parcours sportif, puisque je sais que c'était un vice qu'utilisaient les profs de judo dans les années 70-80, peut-être même avant, dans les années 60, parce qu'il y avait des compétitions par grade,
Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait pas tout de suite la ceinture noire au gars qui était fort, il les laissait ceinture marron pour pouvoir avoir une équipe de ceinture marron très forte et pouvoir gagner les compétitions. Ça peut se faire aussi ou... Il y a eu des discussions à un moment donné, alors pas dans l'équipe justement, puisque c'est pas scindé par rapport au grade, mais notamment en individuel. Il y a eu des légendes ou des histoires qui disaient que certaines personnes qui étaient dans la catégorie en individuel honneur, donc moins de 3e dan, ne présentaient pas leur grade pour pouvoir continuer à être dans cette catégorie. D'accord, je vois. Je pense que c'est très anecdotique quand même. Ouais. Oui, parce qu'en ça général, peut- en tant que pratiquant, on cherche quand même à poursuivre le chemin et à obtenir les grades petit à On petit. est d'accord. à progresser. Et puis après, comme on l'a dit, le monde du kendo, il est quand même petit, 5 à 6 000 licenciés. Ouais, donc tout le monde connaît tout le monde. Ouais, quoi. voilà. Il a été dit que parfois, allez, plutôt que de passer le grade juste avant le championnat, certains ont pu le passer juste après. Est-ce que ça a prouvé que c'est un bon calcul? Pas toujours, D'accord, intéressant. en plus. Donc voilà, mais on va dire que dans la majorité des cas, non, ça se fait pas. Je pense que les gens préfèrent passer quand même leur grade à titre personnel que d'avoir épisodiquement une victoire dans une catégorie inférieure. Chaque année, il y a un nouveau championnat. Chaque année, il y a un nouveau champion de France. Et vous avez dit une chose intéressante, vous avez dit la catégorie honneur, c'est en dessous de 3e dan, donc c'est du 1er au 3e dan inclus. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a une catégorie supérieure qui va de où à où? Non, c'est 1er et 2e dan en fait pour la catégorie honneur. Et ensuite 3e dan et plus. Ok. Donc qui peut aller du coup jusqu'au 7e Ouais. dan. Donc c'est des gens qui ont énormément d'expérience. Arriver au 5e, 6e dan par exemple, c'est comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes aussi au gradé. En général, c'est des gens qui ont 30, 40, 50 ans de kendo derrière eux. Alors, ça dépend après à la vitesse et à la progression de chacun, mais sachant que de toute façon, entre chaque grade, il y a un certain délai à attendre, et plus on monte dans le grade, plus le délai est long. Oui, effectivement, quand on commence à arriver sur des grades de 4e, 5e et plus, on commence à parler de dizaines d'années. Disons qu'en termes de délai pur, pour présenter son premier dan, il faut minimum 3 ans de licence. Puis 1 an entre le premier et le deuxième, 2 ans entre le troisième, 3 ans entre le quatrième. Après, il faut faire des additions. C'est assez rare aussi que tout le monde réussisse ces grades peut-être aussi courts. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une normalité de faire du 5 ou 6e dan en si peu de temps. Il faut savoir aussi que les échelles de grades en kendo, sur d'autres disciplines, par exemple le judo, ça peut monter jusqu'au 9e dan. Le kendo, le grade le plus haut, c'est 8e dan. Et c'est au Japon. Il n'y a pas de pratiquants 8e dan non japonais. Donc, En tout cas en Europe. en Europe, un Européen, aujourd'hui, il y a une espèce de plat de fond de verre qui sera un jour dépassé certainement. Mais aujourd'hui, 7e dan, c'est les grades le plus élevés pour un Européen. L'échelle, c'est vrai que des fois au karaté, je ne sais plus si le karaté, quel est le grade le plus Il va élevé. jusqu'au 10e, ouais. Il va jusqu'au 10e, donc l'échelle des grades va jusqu'au 10e dan. Ce n'est pas le cas pour le kendo. Donc l'échelle, déjà, il faut reporter le grade par rapport à l'échelle qui existe dans les disciplines. Le judo, je crois que ça va jusqu'au 9e de mémoire. Non, il y a le 10e. Il y a un 10e, donc voilà. Donc là aussi, on est sur un 10e dan. Encore une fois, ce n'est pas notre échelle de grade. Oui, et puis c'est surtout ce qu'il faut voir, je pense, au-delà des grades, c'est l'expérience et la maîtrise, le maniement du pratiquant. Oui, et puis après, il y a aussi une notion d'entraînement. C'est pas la même chose quand on s'entraîne 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il n'y a pas de règles en fait réellement définies. Ok. Et si un pratiquant loupe son grade, il le repasse l'année d'après. Ça dépend de quel grade on parle. Puisque les grades Q, moins de ceinture noire, sont faits au sein du club. Les grades ceinture noire, 1er, 2e, 3e dan sont des grades régionaux. Donc déjà, il faut attendre que la région réorganise un passage de grade. Ensuite, il y a les grades nationaux, 4e et 5e dan. Donc là aussi, il faut attendre qu'on réorganise un passage de grade. Mais il y a un délai minimum à attendre avant de pouvoir représenter. Et les grades 6e et 7e dan sont des grades internationaux. Il n'y a pas des passages de grade toutes les semaines. Donc, par définition, il y a nécessité d'attendre. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un pratiquant loupe son grade? Je parle pour les grades peu avancés, on va dire ceinture noire, 1er, 2e dan. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jury refuse le grade à un pratiquant? C'est que le jury détermine que sur le niveau technique attendu, il n'y a pas ce qu'on attend? Oui, en tout cas, à l'instant T.
Souvent, alors normalement, un pratiquant en parle à l'accord de ses professeurs pour présenter un grade. Donc si le professeur l'autorise, c'est que normalement, le niveau requis, en tout cas, est atteint. Maintenant, lors d'un passage de grade, je vous ai dit, c'est sur un instant T, il n'y a pas, entre guillemets, de contrôle continu. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment le stress, la gestion, justement, du stress. Le partenaire avec lequel on pratique aussi, parce qu'il y a des formes pour lesquelles c'est plus facile de s'adapter ou pas. Est-ce qu'on prépare les katas avec un partenaire qu'on amène avec soi au grade en question, ou est-ce qu'on s'adapte aux personnes qui sont présentes pour les katas? Non, on n'amène pas un partenaire, en fait, c'est en fonction des personnes. Quand on a réussi la partie technique, l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que les 2 combats, on est autorisé à présenter les katas. Okay. Et c'est parmi du coup les personnes qui ont réussi la première partie que l'on a son partenaire pour les katas. Et donc il faut s'adapter à la personne qui va devoir présenter avec nous. Tout à fait. Ok, ce qui nécessite une bonne capacité d'adaptation, parce que son rythme est peut-être différent de celui qu'on a. Ça peut être difficile, ouais. Et c'est assez injuste parce que ça reste un examen. Ouais. Et que comme tout examen, on a parlé d'un instant T. Des fois, on n'est pas bien, on n'est pas en forme, mais ça reste un examen et pas un contrôle continu, en tout cas pas en kendo. Donc, non seulement il faut s'adapter aux conditions, à la fatigue et à la personne qui est en face. Généralement, parmi les candidats, par exemple sur le premier dan, deuxième dan, etc., il y a la liste des candidats. On les classe par catégorie du plus jeune au plus ancien, de façon à ce que les 3 premiers plus jeunes pratiquent ensemble, puis les 3 suivants qui sont dans des catégories d'âge, etc. Et de façon à ce que, effectivement, une personne qui va présenter son premier dan, mais qui a 70 ans, ne va pas forcément rencontrer, je dis pas forcément, je dis pas que ça n'arrive pas. Okay. Après, le jury, c'est un jury de personnes gradées qui a en face de lui, non pas les noms des personnes, parce qu'on ne sait pas qui passe, mais il a le numéro de passage et il a l'âge. Donc le jury est censé comprendre, tenir compte, ouais. est censé tenir compte de la condition d'âge. Effectivement, sans trahir aucun secret, on ne peut pas demander à quelqu'un de 85 ans d'avoir la même forme physique que quelqu'un qui en a 20. Je crois qu'on a fait le tour pour les grades et on a fait le tour pour à peu près tout. Alors je vous laisse quelques instants pour faire la promo du club. Du coup, si vous voulez dire un mot sur le club, invitez les auditeurs à vous rejoindre qui seraient dans la région. Je te laisse faire, Cédric, tu es très bon pour ça. Non, mais le club existe depuis 1974. Donc nous avons fêté nos 50 ans il n'y a pas longtemps. Donc ça nous permet quand même de nous asseoir sur une historique et sur un enseignement. On a parlé de la pratique, on a parlé de l'histoire. Donc on est quand même nous-mêmes assis sur une historique assez important. À titre de comparaison, la fédération s'est structurée en 1973. Donc le club de Nice est vraiment contemporain à la structure, à la fédération. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cours enfants, jeunes enfants, adolescents, des cours adultes. On est présent sur l'université Val-Rose et on est présent sur l'école de la Lanterne qui est vers l'avenue de la Californie. On a des pratiques de Iaido, donc des scènes de combat codifiées. On a des pratiques sportives et on a des pratiques, ce qui permet d'avoir la possibilité de toucher, on va dire, tout un public, du jeune qui veut faire de la compétition, à la personne un petit peu plus âgée qui veut connaître le kendo, ou à la personne qui veut pratiquer uniquement sous forme de kata, respiratoire et posture. Donc ça donne un éventail on va dire de public qui peut trouver goût à l'art du sabre. Bon, j'invite les auditeurs de la chaîne de Budo Édition à rejoindre le Nice Kendo Club. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, quelque chose auquel ils pourraient vous trouver? Oui, alors déjà simplement en tapant Nice Kendo Club, il y a bien sûr le site internet qui est la première source. On a un Facebook, on a Instagram, on va nous retrouver assez rapidement. Du coup, on a beaucoup parlé de kendo. Je vous remercie d'avoir pu présenter la discipline avec moi sur la chaîne de Budo Édition. J'invite les auditeurs qui sont intéressés par les ouvrages dont on a parlé, le livre de Miyamoto Musashi en particulier. Je vous invite à aller sur le site des éditions Budo, www.budo.fr, pour pouvoir voir les ouvrages dont on a parlé, les commander, les lire, essayer de vous imprégner un petit peu de cette philosophie japonaise. Je vous remercie beaucoup, Cédric, Lisa, d'avoir présenté la discipline. Et j'invite donc les auditeurs de la chaîne de Budo Édition à nous suivre sur le Martial Azur Podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 1, 2,